Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce cours sur commun et gestion du sol par la présentation d'une seconde forme de gestion de la terre, après celle des communs. Il s'agit de la pleine propriété individuelle. Nous en verrons les fondements ainsi que les éléments qui font qu'elle s'oppose au commun. S'inspirant du droit romain, le droit de propriété individuelle fut promulgué dans le Code civil français et sacralisé par la Déclaration universelle des droits de l'homme à la fin du XVIIIe siècle. Son émergence est ainsi liée à la construction d'un État fort, à la montée de l'individualisme et à la formation du marché capitaliste généralisé durant cette période de l'histoire européenne. On peut définir le droit de pleine propriété individuelle comme le triple droit d'user, de profiter et de disposer d'une chose, en l'occurrence ici d'une parcelle de terre. Le droit d'user correspond à la possibilité de construire sur une parcelle ou de la cultiver par exemple. Le droit de profiter signifie la possibilité d'en percevoir les fruits, comme par exemple les récoltes ou un loyer. Enfin, le droit de disposer correspond au droit de vendre la parcelle, de la mettre en héritage ou même de l'abandonner. Ce droit de propriété décrit par le Code civil confère ainsi tous les droits sur une même parcelle de terre, parfois également sur son sous-sol. C'est pour cela que l'on parle de pleine propriété. La plupart du temps, ce droit est exercé de manière individuelle, par un particulier. La propriété s'appuie sur des registres écrits, comme le cadastre, qui sont alimentés par des actes établis par les notaires. La pleine propriété individuelle s'oppose radicalement à la terre considérée comme commun, comme on peut le voir dans ce tableau. Dans un cas, la terre est considérée comme sacrée, alors que dans l'autre, elle est un bien marchand. Dans un cas, elle constitue le patrimoine d'une communauté, dans l'autre, elle peut être appropriée par des individus. Ensuite, les droits sur la terre ne sont pas les mêmes dans les deux systèmes. Dans le système coutumier traditionnel, les membres de la communauté obtiennent seulement un droit d'usage sur la terre, alors que dans le système de la pleine propriété, le propriétaire détient tous les droits sur une parcelle de terre. Enfin, le système de règles et l'organisation sociale autour de ces règles diffèrent également. Dans le système traditionnel, un chef de terre est considéré comme gestionnaire de la terre, en aucun cas propriétaire, et à ce titre, il est chargé de distribuer des droits d'usage aux membres de la communauté. Dans le système de la pleine propriété, ce sont les règles du marché qui s'appliquent, puisque la terre s'achète et se vend sur un marché libre. La pleine propriété s'est imposée dans une bonne partie du monde, notamment dans le cadre de la colonisation. Par exemple, en Afrique subsaharienne, les lois foncières coloniales ont été utilisées comme un puissant instrument de conquête de territoire, en niant très largement les droits fonciers coutumiers autochtones. Malgré son hégémonie, la pleine propriété fait aujourd'hui l'objet de critiques, issues du socialisme utopique du début du XXe siècle et plus récemment de la philosophie des communs. Ces mouvements de pensée pointent comme problème le fait que la propriété soit devenue une fin en soi dans nos sociétés, largement adossée à un fonctionnement capitaliste basé sur la notion d'accumulation. Ils montrent que ce système génère de nombreuses injustices et creuse les inégalités. En effet, les propriétaires fonciers bénéficient d'une rente foncière, qui est un revenu généré par aucun travail du propriétaire. La rente foncière est seulement liée à une augmentation de la valeur du sol, elle-même générée par des infrastructures publiques ou l'attractivité générale d'un quartier. De plus, ces auteurs ajoutent que la rente foncière creuse les inégalités sociales puisque la propriété n'est initialement pas répartie de manière égale dans la société. En bref, le système de la propriété foncière bénéficie aux plus favorisés. Dans les pays occidentaux, ceci se traduit par la faible accessibilité financière de l'habitat pour les ménages les plus pauvres. Le prix du foncier compte en effet pour une grande part dans le prix du logement. Et de nombreuses familles sont condamnées à rester locataires. Dans le pays des Suds, la propriété foncière reste également inatteignable pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de complexité administrative des procédures. Là, de nombreux ménages sont ainsi contraints de résider dans des quartiers informels, souvent précaires, voire qui sont de véritables bidonvilles. Pour résoudre ce problème, certains auteurs ont proposé l'abolition de la pleine propriété foncière et la socialisation du sol. Ces propositions se rapportant au communisme ne constituent pas l'objet de ce cours.
Nous voulons plutôt présenter les propositions mettant l'accent sur la fonction sociale du sol et de la propriété. C'est l'objet de la prochaine et dernière vidéo.